Bienvenue dans les hors-séries de l'été de Famille et Voyage, le podcast. Et oui, cet été, je m'associe à Floriane et Émilie du podcast Parents Voyageurs pour vous présenter une autre facette de quelques-uns de mes invités. Ici, vous le savez, les parents ouvrent leur carnet de voyage et nous font découvrir une de leurs destinations préférées. Floriane et Émilie, quant à elles, les interrogent sur leur parcours, leur choix de vie et leurs expériences de voyage en famille. Chaque semaine, jusqu'à fin août, nous allons vous proposer 2 conversations avec le même invité, une histoire de vie et un carnet de voyage. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée et sur nos blogs respectifs familleetvoyage.com et parents-voyageurs.fr. Nous vous souhaitons une belle écoute et un bel été. Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on part à la rencontre d'Alizée, qui se trouve actuellement en Grèce. Alors Alizée nous partage son incroyable expérience de leur traversée des Pyrénées à pied avec un bébé de 9 mois. Et ça, c'était au printemps dernier. Alors, c'est un périple de 900 km, mais ils ne se sont pas arrêtés là, puisqu'aujourd'hui, ils ont l'objectif d'atteindre l'Iran à vélo. Alors, dans cet épisode, on a abordé beaucoup de sujets, la parentalité, on a parlé du mental, on a parlé de la gestion et du développement de bébés en voyage. Un épisode hyper intéressant, mais je vous en dis pas plus et je vous laisse écouter son témoignage. Belle écoute! Bonjour Alizée, merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au podcast. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Mais plaisir partagé. Alors Alizée, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter et présenter ta famille ? Je suis Alizée de la team 2x3, donc composée de mon compagnon Jérôme, de ma petite fille Ariane qui a maintenant 20 mois et de moi-même. Donc on est une équipe, un boys and girls band assez sportif. On a commencé notre périple il y a 15 ans ensemble sur les bancs du lycée avec mon compagnon. Donc on partait faire des randos, des grandes randos itinérantes. On a fait du GR20, du GR5 et beaucoup de vélos. Ensuite, en 2017, on a traversé la cordillère des Andes de l'Équateur au Pérou. Et récemment, on s'est lancé un nouveau défi. Donc, avec le bébé arrivant, on s'est dit faudrait pas qu'on s'empâte. Donc, on est parti se dire qu'on allait aller vers l'Iran à vélo. Et le Covid arrivant, on a changé notre plan parce qu'il fallait rester en France. C'était plutôt plus trop la saison de partir en Iran après le confinement parce qu'on devait partir le 1er avril, donc ça a fait un gros poisson. Ah oui. Et du coup, on est parti direction les Pyrénées et cette fois-ci à pied. Donc on s'est dit, en fait, on n'a jamais vu personne partir à pied en rando itinérante avec bébé. Ça doit clairement pas être possible. Donc on s'est dit pourquoi pas, l'impossible nul n'est tenu, donc c'est parti. On va se préparer déjà. Donc en confinement régional, on est allé faire une rando dans le Haut-Languedoc de 170 km et en système de portage ventral plus sac à dos, plus bébé, plus les copains sont venus nous prêter main forte. On a eu des copains aussi un bébé qui nous ont dit ouais regardez, nous on a aussi un sac à dos dorsal, regardez, c'est vachement plus et du coup là on s'est dit ah ouais ils ont un système de portage bien meilleur que le nôtre, donc du coup on s'est dit ok, on va changer notre matos et puis pour rendre le projet Pyrénées possible, on s'est appuyé sur leur façon de porter donc dorsal. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans les Pyrénées début juin 2020 et qu'on s'est dit bon allez, on y va quoi. Voilà. Donc, ensuite on a traversé les Pyrénées et chaque jour était un jour gagné quoi, parce qu'en fait on savait pas du tout si on allait réussir à aller au bout. Et en fait il s'est trouvé que on a commencé par faire le Canigou qui était pour nous un sommet mythique. Et ensuite, on s'est dit une fois en haut du Canigou par un temps mais pourri,
on s'est dit, bon, bah là, tout est possible. Tout est possible. On a l'air d'avoir la possibilité, le potentiel de réussir, mais on va voir. Chaque jour nous dira si on reste ou pas. Et voilà. Et donc, au bout de 3 mois, on est arrivé à l'océan. Et de l'océan Atlantique, on est parti vers Toulon à vélo. Le parrain d'Ariane, en fait, nous a apporté nos vélos, plus la petite carriole d'Ariane. Et ensuite, de là, on est parti vers Toulon à vélo. Et ensuite, on a fait la Sardaigne, la Sicile, le sud de l'Italie en hiver. C'était coton. Et puis ensuite, la Grèce. Là, on est en Grèce et on va vers la Turquie. Voilà. D'accord. Et bien ça, c'est de la présentation. Oui, j'ai beaucoup parlé. Écoute, c'est génial, j'adore. Je bois tes paroles, tu vois, je suis admirative. Du coup, alors j'ai plein de questions pour reprendre du coup depuis le début. En fait, alors pour remettre dans le contexte, ta première rando, là, 270 km, Ariane, elle avait quel âge? Elle avait 8 mois. D'accord. Ouais, donc tu l'as portée en ventrale, du coup, 8 mois, ça commence à peser un petit peu quand même. C'est ça, ouais. Elle faisait à peu près 9 kg, 9 kg et demi là, à ce moment-là. D'accord. Et donc ça, c'est son premier voyage, enfin sa première rando. Sa première grosse rando. Et bivouac, sa première immersion en pleine nature. Ouais. Et alors, du coup, comment elle a réagi? C'était quoi? Qu'est-ce que vous en souvenez? Enfin, de quoi tu te rappelles en fait de ce moment? Bah, c'était assez magique, hein, cette rencontre-là. On n'avait pas vraiment d'a priori négatif sur le fait que bébé pouvait mal se sentir dans la nature. On savait qu'en règle générale, les bébés sont très très adaptables et on les sous-estime très souvent. Et donc en fait, elle nous a surpris de jour en jour. Elle s'adaptait parfaitement à son environnement. La seule chose, c'est que effectivement, de toute façon, c'était comme à la maison, les nuits étaient compliquées. Mais bon, ça, c'est chacun son lot. Ça, c'est un peu au petit bonheur la chance, quoi. Ouais. Oui, c'était pas forcément dû au voyage, c'était déjà le cas avant, en fait. C'est ça, exactement. D'accord. Et du coup, tu n'as jamais eu peur, après c'est une question que j'avais prévue pour le voyage dans les Pyrénées, mais tu n'as jamais eu peur qu'elle ait froid, tu vois? À 8 mois, c'est vrai qu'on les surprotège, quoi, à cet âge-là. Vous n'avez pas eu quelques petites frayeurs? Eh ben en fait, jamais parce qu'on a un super équipement Glagla contre le grand froid. Donc on avait une combinaison en laine bouillie, des chaussettes en mérinos, enfin on avait tout ce qu'il fallait, de quoi la protéger dans le porte-bébé en cas de pluie. Donc on n'était vraiment pas effrayés pour ça. Puis en fait, notre tente est un genre de tarpe, donc c'est un abri qu'on peut planter sans l'intérieur. Et donc en cas d'orage, on l'a fait une fois en fait. En réalité, on était un peu pris au dépourvu en pleine montagne, et donc on l'avait planté à la sortie d'un col, au seul endroit de pelouse qu'on a trouvé. Et à ce moment-là, effectivement, ça nous a permis de nous réchauffer, de nous mettre à l'abri des intempéries et de sortir tous les vêtements chauds possibles pour Ariane. Et puis en fait, comme c'est une petite boule d'énergie, elle n'a jamais froid. Et sinon, entre nous deux, si jamais il faisait vraiment très froid la nuit, on a eu des températures. Cet hiver, quand on était à vélo, on a eu jusqu'à -1, -2 degrés. On a du coup, là, on la mettait entre nous dans notre duvet jumelé. On avait une extension polaire au milieu pour justement l'accueillir au cas où. Et c'est trop mignon. Ouais. Et du coup, là, on savait qu'elle était bien, là, entre nous deux. C'est même elle qui nous servait de bouillotte. C'est trop bien, quoi. En plus, il y avait vraiment la proximité, vous en profitez à fond, quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est canon. Alors du coup, une fois que vous aviez fait cette première étape, l'idée de partir dans les Pyrénées, mais c'est une idée folle, quoi. Il s'est passé quoi dans votre tête à un moment donné? Ah ouais, en fait, on est peut-être un peu fou. C'est-à-dire que quand on a été confinés, c'était le moment où on devait partir faire notre projet à vélo. Et ce projet-là, on l'avait depuis qu'Ariane était dans mon ventre. On l'avait expliqué à notre sage-femme et on s'était dit, si elle nous dit non,
qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? On change de sage-femme. Donc en fait, notre sage-femme est ultra partante pour emmener bébé à l'aventure, etc. Donc déjà, ça nous a dit que tout était possible. Et en fait, en confinement, quand on s'est retrouvé un peu au pied du mur en se disant bon on part pas. Là, on s'est dit bon on va s'entraîner, on va, enfin comme beaucoup finalement qui ont commencé à faire, on voyait les voisins commencer à faire de la muscu sur leur balcon, etc. Nous, on a commencé à faire des tours pile en 1 heure. Du coup, c'était un peu la contrainte légale, quoi. En 1 heure, on devait faire 10 km autour de chez nous en gardant le rayon de 1 km. Oh, Donc, on a commencé à s'entraîner comme ça au quotidien. Et après, on s'est dit, mais en fait, on n'a jamais couru, on est pas mal. Donc en fait, on va peut-être pouvoir changer de projet en attendant la bonne saison pour repartir vers l'Italie. On ne voulait pas partir en plein été. On va changer, et puis on va peut-être faire comme un tour de France en courant, quoi, en poussant la carriole, parce qu'on poussait la carriole aussi à ce moment-là, en courant. Et du coup, en fait, là, on s'est dit, ah non, on va faire mieux, on va aller vers les Pyrénées en poussant la carriole et en courant, parce qu'on savait que c'était possible. On avait déjà fait ce tronçon-là à vélo précédemment. Et on s'est dit, arrivé dans les Pyrénées, là, on peut réaliser un ancien rêve, c'est d'essayer de randonner à travers les Pyrénées. C'est le truc qu'on pensait ne plus pouvoir faire avec un enfant, et la randonnée être mise dans 18 ans, quoi. Et du coup, là, on s'est dit, on pourrait même tenter ça, quoi. Mais on disait ça vraiment en rigolant, quoi. On surenchérissait, chacun racontait, enfin, on rajoutait. Et j'imagine totalement la scène, tu vois. Et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, on a dormi dessus. On s'est dit, mais pourquoi pas, en fait. Et arrivé au moment du confinement régional, là, on s'est retrouvés. Oh non, c'est pas possible. Donc là, on s'est dit, bon, on va skipper la partie course, parce qu'on pourrait en plus se blesser, vu qu'on est vraiment des novices en la matière. On va juste aller faire de la randonnée. Et puis, si ça se passe bien, on continue, quoi. Sinon, on essaiera de se faire un parcours en étoile, je ne sais où, dans une région qu'on ne connaît pas. Et puis, voilà, c'est comme ça que c'est venu, en fait. D'accord. C'est fou. Mais alors, une petite question technique. Dans la vie, vous faites quoi ? Parce que tout le monde rêve de partir comme ça, au pied levé et vivre ses rêves. Mais il y a toujours la problématique financière. Du coup, vous avez tout stoppé. C'est quoi vos sources de revenus ? Vous vivez de quoi ? D'amour et d'eau fraîche. Ouais. Non. En réalité, du coup, on a vu en fait, quand j'étais enceinte, qu'on avait la possibilité de prendre un congé parental de droit et concomitant. Jusque-là, en fait, moi, je suis professeure des écoles et mon compagnon, il travaille dans le privé, il est docteur en bioinformatique. D'accord. Et du coup, on n'était déjà pas sur les mêmes cadres administratifs, et on ne savait pas trop, du coup, à quoi on avait droit chacun. Et précédemment, on était partis, on avait posé 6 mois, et puis on était revenus, etc., pour rester dans les clous. Et là, on s'est rendu compte qu'avec un enfant, on avait un peu tous les droits, c'est-à-dire que si on n'est pas entrepreneur et qu'on a la possibilité de mettre son travail sous cloche pendant 3 ans, en fait, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on peut poser depuis 2013 un congé parental concomitant si on a envie d'aller voyager, si on a les économies, si on a l'envie de poser un congé parental concomitant. Donc voilà, donc c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, on va commencer par mettre 1 an, et puis après c'est renouvelable 2 fois, donc sur 3 ans. D'accord. Donc là, en gros, vous êtes parti pour 3 ans et... Voilà, on ne sait pas, en fait. On va voir, mais effectivement, en plus ça va, plus on se dit que c'est parti. Vous y prenez goût. Ouais, j'imagine. Alors du coup, pour la traversée dans les Pyrénées, ça a été, alors on va pas pouvoir tout détailler parce que j'ai plein de questions, mais dans les grandes lignes, alors déjà, comment vous avez fixé l'itinéraire et comment vous avez géré vos hébergements ? Alors, au niveau de l'itinéraire, en fait, on savait qu'il y avait deux principales lignes directrices, c'est-à-dire le GR10 qui est la grande traversée des Pyrénées côté français, et le GR11 côté espagnol. Et puis au milieu, on avait déjà fait une portion de la HRP qui est la haute route pyrénéenne, qui elle est plus courte mais ne passe que par les sommets et les crêtes. Et donc on savait qu'on pouvait alterner entre ces 3 itinéraires.
Et finalement, en fait, il s'est trouvé qu'on a pris des tronçons, principalement du GR10 et de la HRP, c'est-à-dire celle qui passe sur les sommets. On est passé aussi côté espagnol, on a fait même des parties hors itinéraire, mais voilà, grosso modo, c'était un peu l'itinéraire qu'on avait en tête. D'accord. Oui, donc c'est assez facile finalement tu peux pas perdre ton chemin, tu suis un parcours qui est déjà établi en fait. C'est ça, oui, tout à fait. Après, vraiment s'adapter du coup aux prévisions météorologiques, puisque du coup, on pouvait alterner de l'un à l'autre, descendre en altitude, remonter, etc. D'accord. Et du coup, au total, ça fait combien de kilomètres? Sur le trajet total, on était sur 900 km, dont 60 km de dénivelé positif. Donc, absolument vertical. C'est fou ça. Et en combien de temps? En 3 mois. En 3 mois, là. voilà, alors les gens nous regardaient en nous disant mais vous allez le finir en 2 mois. Et puis on disait non, 2 mois, c'est un peu ambitieux parce qu'en fait, tous les 5 jours, on prenait quand même un jour de repos parce qu'on s'est rendu compte que sinon on allait perdre beaucoup trop de poids et qu'on allait peut-être se blesser. C'est-à-dire que en fait, on a remarqué qu'il nous fallait manger pour prendre assez de calories par jour, 1 kilo de nourriture chacun, en prenant de la nourriture hyper calorique. Et là, on s'est dit, ah ouais, donc on va devenir des squelettes, quoi, parce qu'on portait chacun 20 kilos sur le dos. Et là, on s'est dit, alors on va prendre un jour de pause. Et le jour de pause, c'était le marathon de la nourriture. C'est-à-dire que là, tout ce qui passait à proximité était immédiatement ingurgité. Et du coup, on mangeait en fil continu, pour pas avoir mal au ventre et pour reprendre du poil de la bête pour repartir le jour d'après, quoi. C'est incroyable, on n'imagine pas en fait toutes ces problématiques. Mais tu la trouves où ta nourriture sur le chemin? Parce que bon, tu ne croises pas forcément des carrefours sur un itinéraire de rando. C'est ça. Alors déjà, quand on trouvait s'il y avait à proximité un cerisier, un framboisier ou quoi que ce soit, on lui faisait la misère, quoi. Et ensuite, sinon, il y avait souvent des épiceries de montagne, de temps en temps, de village en village. Parfois même des petits refuges tenus par des scouts qu'on a trouvés en Ariège et qui nous proposaient en fait une épicerie à l'intérieur où on mettait dans une tirelire ce qu'on prenait. Et puis sinon, voilà, ouais, c'est super. Il s'est trouvé que sur les plus grandes parties en itinérance, on était sur 5 jours sans ravitaillement. Donc ça faisait beaucoup de kilos en plus sur le dos. Et effectivement, à ce moment-là, on attendait la prochaine ville avec impatience. Et donc on n'avait que des fruits secs, des choses comme ça dans le sac. Et effectivement, là, à ce moment-là, c'était un peu rude, quoi. Ouais, j'imagine. Mais donc du coup, tu faisais comment alors pour Ariane? Alors pour Ariane, elle était allaitée. Elle l'est toujours. Donc ça enlève une partie de la consommation de bébé. Et puis sinon, en fait, on lui faisait la même nourriture que nous. On était en DME, donc la diversification menée par l'enfant, ce qui fait que très rapidement, elle a mangé la même chose que nous. Donc si on faisait des pâtes ou des coquillettes ou de la semoule, elle mangeait en fait ce qu'on faisait le soir, quoi. D'accord, oui. Et puis après, les fruits que vous trouviez sur la route. Exactement. D'accord. Mais elle a eu tout ce qu'il fallait et en fait, elle mangeait vraiment, elle s'adaptait, quoi. Si c'était un petit peu pain, fromage, c'était pain, fromage pour elle, puis elle mangeait, quoi. Fruits à la fin, fruits. Ouais, du coup, tu penses qu'aujourd'hui, elle mange de tout? C'est quoi le résultat en fait de ça? C'est quoi son rapport avec la nourriture? C'est intéressant en fait comme sujet, parce que c'est hyper stressant pour les parents quand on diversifie, etc. Aujourd'hui, elle mange quoi? Elle mange comment? Elle mange toujours la même chose que nous, ouais, effectivement. On était juste un peu déçus parce qu'on a passé tout l'hiver au milieu des agrumes en Italie et en Grèce. Elle ne voulait pas toucher ni à une clémentine, ni à une mandarine, ni à une orange. Et puis elle a commencé à les toucher. Hier soir, elle a mangé du coup une orange et demie en nous disant maman, je veux goûter. Et là, on était là, non, c'est pas possible. Bon, je lui en ai tendu un quartier en me disant elle va juste faire mais non, elle l'a dégommé. Et là, j'ai fait voilà, bravo, maintenant il y en a plus autour de nous. Ouais, elle n'était pas prête à ce moment-là. Non, c'est ça, pas prête. Il faut lui laisser le temps, quoi.
Ah, c'est génial. Et donc, du coup, sur votre itinéraire, vous avez fait exclusivement l'hébergement camping ou vous avez dormi parfois chez l'habitant ou des gîtes Alors, quand on était à pied, on était exclusivement sur du bivouac. On nous a hébergés, il me semble, 1 ou 2 fois en dur, en fait. On est tombé sur une perle au milieu de l'Ariège qui nous a invités chez sa mère qui avait 90 ans. Et puis ensuite, il nous a changé tout l'itinéraire. Puis c'était un moniteur de ski, donc lui, il était très emballé par notre projet. Et donc, cette fois-ci, on a dormi en dur. Et sinon, une autre fois, on est passé à Font-Romeu, près de chez un copain. Donc là, c'était obligatoire, quoi. Arrêt obligatoire. Bivouac, bivouac, bivouac. Et maintenant, à vélo, on est sur le réseau Warm Shower. Donc, de temps en temps, on s'offre le luxe d'être invité chez quelqu'un qui fait également du vélo à ses heures perdues et qui, du coup, nous héberge principalement. Alors, il peut nous offrir une douche chaude. Et puis, c'est ce que veulent tous les cyclos. Même de la nourriture, une douche chaude. Et puis ensuite, selon, il peut y avoir un endroit pour mettre la tente dans le jardin ou bien on peut dormir dans une de leurs chambres. Enfin, voilà. Donc, on a été là. Ouais, ce réseau, Caroline de Graines de Baroudeur nous en avait parlé dans un précédent podcast. Donc, ça me parle. On a quelques références. Et alors, du coup, fin de ce périple dans les Pyrénées, bim, vous vous sentez capable de continuer. Donc, pourquoi vous continuez en vélo? Alors, c'est quoi qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Voilà, là, on était arrivé côté le max à l'ouest de cette partie-là de la France. Et on s'est dit, on aurait pu se dire, allez, on prend un vol et on va vers l'Amérique du Sud qui est face à nous. Mais là, on s'est dit, non, notre objectif, c'était de partir en vélo vers l'Iran. C'était maintenant le bon moment parce que c'était l'intersaison. On arrivait vers le début de l'automne. Donc, on s'est dit, c'est parti, quoi. Maintenant, on va partir de l'océan Atlantique et on va aller vers l'Iran à vélo. Donc voilà, on est parti dans cette direction-là. D'accord. Et du coup, vous aviez déjà un équipement. Alors finalement, vous aviez déjà les vélos, la petite charrette pour Ariane, etc. Vous étiez déjà OP, quoi. Ouais, ça. On avait tout ce qu'il fallait là. En fait, là, quand on est passé de la rando au cyclo, ça n'avait rien à voir et c'est beaucoup plus luxueux d'être à vélo parce qu'on peut transporter plus de poids, parce qu'on peut avoir plein de choses très futiles qu'avant on ne peut pas se permettre d'avoir. Parce que dans notre équipement rando, on était sur 20 kilos chacun, Ariane comprise dans les 20 kilos. Donc ça faisait pas beaucoup, hein. que, oui, au niveau de l'intérieur des sacs, on était à 25 kilos quoi, de matériel et de nourriture. Donc c'est vrai que du coup, c'est vraiment, vraiment peu, sachant que dedans, il y a tout ce qui est réchaud, popote, vêtements, etc. Donc, il n'y a vraiment que l'essentiel. Quand on est passé au vélo, là, on s'est dit, allez, on peut faire péter la petite robe. on peut rajouter un petit carnet de coloriage. Enfin, bref. Donc, là Ouais, c'était vraiment les petits plaisirs en plus, enfin les petits trucs qui font du bien, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Donc, du coup, vous avez suivi quoi alors comme itinéraire? Tu as dit que tu avais passé l'hiver en Sardaigne, Sicile, qui était compliqué? C'est ça. Alors, on a été en Sardaigne d'abord. On a eu le mois de novembre en Sardaigne, c'était idéal. On a eu un temps magnifique. On n'a pas arrêté d'aller voir les fonds marins, de plonger, etc. Ensuite, on est arrivé en Sicile. C'était déjà beaucoup plus rude. On était là au niveau du mois de décembre. Et puis arrivé ensuite au sud de l'Italie, là, il fallait traverser les Apennins. C'est une chaîne de montagnes qui traverse toute la botte. Et là, on est arrivé sur des hautes altitudes et on s'est pris la neige, quoi. Parce que quand tu es sur la route comme ça, t'es pas, tu fais pas comme les autres parents où tu surveilles l'évolution de ton enfant, la pédagogie, enfin tout ça, l'apprentissage des choses du quotidien, tu vois, comment vous faites au final pour gérer ça, pour l'éduquer, pour l'accompagner?
Alors oui, pour l'accompagner, au quotidien, c'est très simple, hein, on va s'arrêter, observer, elle commence à dire des petits mots là, c'est super. Donc du coup, ça va être l'observation, des étoiles la nuit, l'observation de la nature le jour. Comme tous les enfants, elle est, à fond sur tout ce qui est chien, chat, oiseau, poisson. Donc voilà, c'est un bonheur de tous les instants. Et puis, avec ma casquette de prof des écoles, ça vient naturellement, en fait, de lui proposer ce dont elle a besoin, de la nourrir, on va dire, un petit peu sur le plan pédagogique, si on peut dire. En fait, c'est réussir à trouver chaque petit moment, trouver le côté un peu pédagogique des choses pour l'accompagner. C'est ça. Et là, Parce que, pardon, excuse-moi. Parce que du coup, vous roulez combien d'heures par jour, hein? là, on est sur environ 3 heures, 3 heures et demie, je pense, de cyclo, ouais, par jour. D'accord. Oui, donc ça vous laisse aussi du temps pour faire autre chose, profiter, visiter, etc. Vous n'êtes pas toujours. Non, c'était une condition en fait. On est calé sur ses siestes. Donc quand on roule, souvent c'est au moment de sa sieste. Elle est toujours calée sur une sieste le matin, une sieste le soir, enfin l'après-midi. Donc du coup, elle est souvent en train de dormir quand on roule. D'accord. Ouais, c'est cool ça. C'est luxueux ça. Ça c'est. Ouais. Et ce qui veut dire que quand on s'arrête, elle est pleine d'énergie aussi. Donc là, il faut assurer, voilà. C'est ça, c'est donc pour ça qu'en fait, il faut toujours être dans son. Il ne faut pas dépasser sa zone d'inconfort quand on est parent, parce qu'en fait, il faut toujours avoir une longueur d'avance sur l'enfant qui va être en demande, qui va demander l'attention, qu'on doit absolument surveiller dans n'importe quelle situation. Et donc, il n'y a pas un moment où on se dit on va faire une sieste. Ça, c'est complètement exclu. Donc, pendant 3 mois, par exemple, quand on était en itinérance à pied, on a fait 2 siestes. Et c'est pas beaucoup, quoi. Et du coup, ça doit être assez dur de gérer cette fatigue en plus de tout ça, quoi. Ça doit être quand même un vrai challenge, hein. Ouais. On te cache pas que c'était compliqué, notamment pour les nuits, quand elle demandait à téter. Des fois, il y avait sur certaines nuits, elle demandait 5, 7 fois, elle se réveillait pour téter. Et là, Jérôme à côté ronflait gentiment. Et puis, moi, le lendemain, j'avais des cernes. C'était quelque chose de génial. Et je me disais, ouais, finalement, c'est bien de marcher parce que je me repose en marchant. Alors que la nuit, en fait, c'était des nuits grises, quoi. J'arrivais tout juste à me rendormir et puis, pouf. Ouais, après, tu sens que t'es complètement décalé, en fait. Exactement, ouais. Alors que voilà, quand on est passé au niveau du vélo, c'est pile pour elle le moment où elle a commencé à faire ses nuits. Et donc là, ça a été beaucoup plus simple quand même. Là, on ne doit pas cacher que chaque nuit qui était faite, on était là. Bon, on sait que c'est pas gagné, mais c'est bon à prendre. Ouais, tu savoures, quoi. J'imagine, ça doit être, physiquement, psychologiquement, c'est quand même une vraie aventure, quoi. C'est incroyable. Ouais. Donc du coup, là, vous avez passé la Sicile, maintenant vous êtes en Grèce. Comment ça se passe là? Vous êtes dans quel état d'esprit, et Ariane, comment elle se sent dans cette vie? Ton état d'esprit, en fait, à l'instant T, comment tu te sens et comment tu envisages la suite? Alors, c'est vrai, là, on est au port de la Turquie. Donc, on bascule bientôt sur le continent asiatique. Et là, on trépine d'impatience devant toute la nouveauté que ce continent a à nous offrir. Donc là, on ne peut plus motiver de pédaler. En plus, on sait qu'il y a la question des visas qui va commencer à se poser à partir de maintenant. Donc, on va rester seulement 3 mois en Turquie. Alors qu'en général, on avait tendance à rester, on est resté du coup 3 mois en Italie, quasiment pas autant en Grèce. Et là, du coup, en Turquie, c'est un immense pays et il va falloir le traverser en l'espace de 3 mois. Donc là, c'est un gros challenge aussi qui s'offre à nous, mais une envie folle de découvrir une nouvelle culture, un endroit très dépaysant. Enfin, voilà. Ouais, tu auras plus l'impression de partir encore plus à l'aventure, sortir vraiment de ce qu'on connaît déjà, le paysage méditerranéen. Mais du coup, avec le Covid, comment vous faites pour
pour gérer, je sais pas s'il y a eu des confinements en Grèce, là cet hiver assez strict. Ouais. Comment vous gérez ça? Et ben en fait, on s'adapte, étant donné qu'on ne prévoit jamais vraiment ni l'itinéraire à l'avance à vélo, ni le programme, ni on va dire l'échéancier mensuel à l'avance. On ne se donne pas vraiment d'objectif de temps ni de lieu. Donc, on s'est trouvé confiné en Sicile cet hiver, au niveau des fêtes de Noël. Et puis, on s'adapte, quoi. On nous demande un test PCR pour passer en Grèce. On fait le test PCR, etc. Et ça a été le cas pour toutes les îles qu'on a faites en Italie. Et finalement, on joue avec les règles du jeu. Et en général, ça se passe très bien. On n'a eu d'ailleurs aucun souci. Là, en Grèce, en fait, il y a comme un... Comment dire ? En Grèce, il y a comme un... La police, en fait, est pas, voit l'étranger d'un bon œil. Elle se dit, ça y est, il y a une nouvelle saison qui arrive pour nous. Et donc, du coup, sur la route, c'est plus des coucous de policiers qu'on a que des oh là, mais qu'est-ce qu'ils font là enfin, des sourcils froncés. Donc, vraiment, c'est un bonheur, quoi, de se dire, finalement, il faut passer le pas de quitter son pays et après, ça se passe bien. En fait, ce qu'on respecte, par contre, super bien, c'est les gestes barrières et puis le fait de, surtout quand on est accueilli quelque part, ne pas vouloir, si jamais on est porteur du virus, ne surtout pas le transmettre, quoi. À ce moment-là, on fait très très attention, surtout quand on est accueilli par des gens qui sont plus âgés. S'ils ne sont pas encore vaccinés, ça on ne sait pas toujours, alors du coup on fait très attention à respecter nos distances, etc. Mais ça change du coup aussi le rapport social du voyage. Il y a beaucoup moins d'insouciance maintenant que ce qu'on pouvait avoir avant. Il y a beaucoup plus de... des fois, rien que de demander son chemin dans la rue, ça peut être quelqu'un qui a peur parce qu'il a pu avoir un décès autour de lui et c'est légitime, qui va nous dire non, non, gardez vos distances, attendez, on ne peut pas être aussi proches l'un de l'autre, etc. On ne peut pas regarder sur un portable, mettons, la carte l'un à côté de l'autre. Donc, c'est vrai que ça... Et puis les embrassades, les au revoir, les étreintes, ça nous est arrivé de nous sentir comme dans la famille et puis on ne peut pas dire au revoir comme on aimerait. Et ça fend un peu le cœur, quoi. De se dire, ah, virus, quoi. Ouais, du coup, tu pars un peu, ce sentiment un peu de partir comme un voleur sans vraiment remercier chaleureusement la personne, ça change tout, quoi. Ouais, c'est fou. Vous avez rencontré du monde sur la route en parcourant votre blog. J'ai vu que vous aviez fait des belles rencontres. Comment tu fais pour rencontrer ces personnes tout au long du chemin ? Ben, ça se fait assez spontanément. On a des sourires, des hello, des pouces levés, des klaxons dans tous les sens. Et donc, des fois, ça se concrétise par une conversation et des fois, la conversation va plus loin. Et c'est assez fou, quoi. Des fois, ça nous est arrivé, là, pour l'instant, 2 fois qu'on nous récupère sur la route et qu'on nous emmène, je dirais presque de force chez les gens et qu'on nous invite à manger, à rester pour la nuit, à rester 2 jours, et qu'on se sente comme à la maison. Et après, là, c'est vrai que c'est des endroits où quand on part, on a le cœur lourd et on se dit, mais c'est fou, quoi. C'est fou d'être aussi gentil, aussi généreux. Et voilà, quoi, parce que la rencontre, elle est spontanée et elle est appréciée autant dans un sens que dans l'autre, enfin autant d'un côté que de l'autre. Et c'est génial de se dire que ouais, ça changera jamais. Ça, l'humain est fabuleux. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vois une différence de ce que tu as pu voir en France quand vous avez fait la traversée des Pyrénées et les pays étrangers sur l'accueil, sur justement l'accueil en général, le côté social? Et ben alors en fait dans les Pyrénées du coup on était un peu dans notre monde avec les bivouacs qu'on croisait absolument pas âme qui vive, donc là c'était difficile de trouver quelqu'un qui nous accueille. Et une fois qu'on a pris nos vélos et qu'on est reparti, là on a traversé les Landes et on s'est trouvé mais abasourdi par une culture landaise, d'un accueil et d'une générosité sans faille. Et là, on s'est dit, mais ça, c'est possible en France. Waouh! Et donc, du coup, en fait, dès les Landes, on a été comblés par les gens.
Et après, finalement, c'est plutôt dans notre région, autour de Montpellier, Toulon, etc., où on faisait notre chemin sans finalement croiser grand monde. Et puis ensuite, là, plus on arrive vers l'est, plus on sent que c'est naturel, plus on a de s'ouvrir, de conversation. Je disais, finalement, ici, c'est l'inverse de la caravane du Tour de France. C'est les gens, ils jettent pas, ils jettent pas les cadeaux aux supporters sur le bord de la route, ils nous jettent à nous les cadeaux sur les coureurs, quoi. Donc on a la carriole remplie comme un œuf de cadeaux pour Ariane, et on ne sait plus se dire attends, ça on garde pas, quoi, parce que là c'est arrivé soudainement en 3 jours, on s'est fait remplir la carriole de nourriture et de jouets. Et on se dit, bon, bah, vivement la Turquie, qu'on puisse offrir à nouveau tout ça, parce que. Ouais, après, ça fait beaucoup à porter. Et puis, et finalement, votre truc, c'est aussi de voyager léger, minimaliste, du coup. Ouais, normalement, ouais, c'est ça. Après, avec un enfant, ça change la donne. Et ben en fait, c'est qu'un enfant petit, comme on traversait les Pyrénées avant, c'est 1 an, il y avait vraiment besoin de rien. Elle a traversé tout ça avec un seul petit jouet accroché au porte-bébé. Et puis finalement, depuis qu'elle est un peu plus grande, elle a une petite bibliothèque de voyage, plein de livres dans toutes les langues qu'on lui lit le soir. Elle a des peluches, des jouets, etc. Et elle commence à s'attacher aux choses. Donc c'est vrai que maintenant, on va devoir être beaucoup plus subtil si on veut se délester de quelques jouets. Ouais. Est-ce que tu as en tête une vraie grosse difficulté, quelque chose une frayeur, quelque chose qui vous a fait dire on arrête tout, une peur? Alors, ce serait pas vraiment une peur, mais en tout cas, c'est la fatigue et le manque de sommeil. Ça a été un tel frein au début de notre aventure pyrénéenne que ça a failli tout faire capoter. Ouais. À partir de la 2e semaine, on était vraiment rincés, quoi, physiquement. On n'en pouvait plus, on dormait pas assez la nuit, et puis le corps nous demandait beaucoup de nourriture, on n'avait pas encore pris notre rythme, on n'avait pas encore repris assez de kilos par rapport à ce qu'on dépensait, et puis vraiment moralement c'était difficile, on se disait mais pourquoi est-ce qu'on s'impose ça, quoi. Puis finalement quand on marchait il n'y avait aucun souci, mais quand on s'arrêtait des fois en fait on n'était pas à la hauteur de ce qu'Ariane nous demandait, parce qu'elle faisait ses siestes, et la marche, c'est beaucoup plus gourmande en énergie que le vélo. Et donc, du coup, quand on s'arrêtait et qu'elle nous demandait toute l'attention du monde à vouloir jouer, etc., on sentait qu'on n'était pas à la hauteur, et que le soir et la nuit, elle dormait moins bien parce que sûrement, elle n'avait pas assez été. Elle n'avait pas eu encore assez de dépenses d'énergie. Et donc là, c'était compliqué. Surtout qu'elle ne marchait pas encore. Donc, pour faire se dépenser un enfant qui ne marche pas encore, il faut vraiment beaucoup d'éveil sur place, etc. Et ça, des fois, en fait, on était juste rincés par la journée et on était apathique, quoi. Donc ça, c'était difficile. Ouais, j'imagine que du coup, tu dois être rempli de culpabilité et te dire, mais oui, pourquoi on s'inflige ça, et pourquoi on n'est pas au chaud à la maison, et... Ouais, on était content d'être dans ces paysages, on était content de faire ce qu'on faisait. Donc ça, on se disait pas pourquoi on n'est pas au chaud, mais on se disait finalement, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour se sentir bien, et bien dans notre tête et bien dans notre corps. Et effectivement, c'était quelque chose sur lequel on pouvait pas trop jouer, c'était ce manque de sommeil, quoi. Et vous n'êtes pas dit à un moment donné, on s'arrête une journée et on recharge les batteries, on dort, on fait une grasse matinée? Alors justement, ça, c'est le problème, c'est que du coup, Ariane étant habituée à faire ses siestes, soit quand on randonne, soit quand on pédale, et du coup, on sait que si on passe une journée immobile, c'est le moment où elle va pas faire ses siestes, elle, et donc nous, c'est impossible pour nous de trouver le sommeil à ce moment-là. Donc c'est vrai que on a ce rythme de tous les 5 jours, on s'arrête une journée entière et on reste à peu près immobile et on ne fait que manger. Mais à ce moment-là, on ne pouvait pas non plus se dire on prend 3 heures et on dort, quoi. Là, c'était difficile. À moins qu'un de nous soit vraiment hors service et qui demande à l'autre tu peux aller faire un tour. Ça a duré maximum une demi-heure. Et voilà.
Ouais. Bon, après une demi-heure, c'est toujours ça de prix, une sieste, hein, quand on a les enfants. Ça, c'est clair. Alors du coup, on a parlé tout à l'heure des projets futurs. Donc là, l'objectif, c'est d'aller jusqu'en Iran. Et du coup, après, c'est quoi? Retour à la maison? C'est le flou total, pardon. Et ben là, on se dit que actuellement, l'Iran est encore fermé de la partie, en venant de la partie turque. Et donc, on se dit que peut-être ce qu'on va faire, notre avenir là nous échappe totalement, mais on sait qu'on veut continuer à voyager. Donc, on risque à un moment de prendre un vol pour aller encore plus vers l'Est. On ne sait pas trop comment ça va se goupiller. On serait très déçus de ne pas pouvoir rentrer sur le territoire iranien. Mais on sait que là, on va encore continuer à voyager normalement un petit moment. Donc ça nous réjouit d'autant plus. Et puis on adore l'imprévu. Donc finalement, se dire qu'on ne connaît pas la destination de demain, ça nous enchante aussi quelque part. Ouais, ça met vraiment encore plus de piquant dans l'aventure, quoi. Écoute, je te remercie infiniment, Alizée, pour ton témoignage. C'était vraiment hyper intéressant. C'est vrai qu'on aurait pu rentrer encore vachement plus dans les détails, mais le temps nous manque. Merci infiniment pour tout. Et écoute, tu reviens quand tu veux pour nous parler de tes prochains projets de voyage et prochaines excursions. Pas de souci, de rien. Et ben, si vous avez n'importe quelle question ou besoin d'en savoir plus, on est présent sur les réseaux, donc Instagram, Facebook et YouTube. Donc, si vous tapez 2Bike3, vous pourrez avoir toutes les informations qui vous manquent. Super. Bah, de toute façon, dans les notes de l'épisode, on mettra tous les liens vers tes réseaux sociaux pour que les personnes puissent te suivre et suivre le parcours et l'aventure. Ouais, ça marche, pas de souci. Merci Alizée, à bientôt. À bientôt, salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je l'ai trouvé complètement dingue. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute et n'hésitez pas à partager le podcast à votre entourage. Ça permet de nous aider à gagner en visibilité. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Ciao.